Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir, bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonsoir, bonsoir. Ouh là là là, j'ai un écho. Attendez. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je suis désolé, j'ai une connexion un peu douteuse là où je suis. Est-ce que oui? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Oui? On vous voit et on vous entend bien. Super. Bon, ben écoutez, merci. Désolé pour ce petit cafouillage. Alors, on est là ce soir pour parler notamment de blockchain et de quels sont les jobs en quelque sorte qu'on peut faire et comment on peut travailler dans la crypto. Alors, c'est très simple. La crypto, c'est un secteur qui est totalement nouveau. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions, hein. On est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. L'idée, c'est d'aller dans un secteur d'activité qui est totalement nouveau et dans lequel se mêle de l'informatique, évidemment, de l'économie et de la finance, parce qu'on est en plein dedans. Donc, c'est un monde qui est totalement nouveau. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des cryptos, surtout parce que il y en a certaines qui explosent, d'autres qui se cassent la figure, etc. L'idée, c'est pas du tout de- d'essayer de jouer et de gagner ou de perdre de l'argent. L'idée, c'est de fabriquer un écosystème, de fabriquer des modèles qui permettent à des sociétés de pouvoir enregistrer des informations en masse et de faire de telle sorte que ces informations soient infalsifiables et puissent se retrouver et être utilisées directement par d'autres utilisateurs à l'autre bout du monde en ayant juste une connexion Internet. Donc, si vous voulez, c'est comme si les cryptos, le monde de la crypto, c'était la fabrication de plein de briques de logiciels, entre guillemets, évidemment. Alors, si jamais vous êtes un spécialiste de la crypto, j'utilise ces termes-là pour me faire entendre, me faire comprendre. Donc, l'idée, c'est de fabriquer un système qui puisse être fluide, qui puisse fonctionner pour tout le monde, qui puisse être une plateforme, par exemple, pour l'agroalimentaire, une plateforme pour Amazon, comme je dis souvent. Jeff Bezos est en train de travailler sur sa propre crypto et de pouvoir ne plus dépendre des monnaies, mais de pouvoir dépendre de véhicules intra-système et qui valident systématiquement les opérations. Mais qui tiennent compte aussi de ce qui s'est passé, qui tiennent compte également de tous les nouveaux smart contracts, puisque pourquoi c'est difficile à comprendre la crypto? C'est parce que ce sont des modèles qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas érigés et fixés dans le temps et déterminés ad vitam aeternam. Ce sont des modèles qui sont évolutifs et qui sont en situation de toujours accumuler des nouvelles connaissances. Alors, j'ai la première question. Alors, le NFDT, non, c'est NFT, je pense. Là, il y a une lettre de trop. Alors, NFT, c'est, vous le savez probablement, on en parle beaucoup en ce moment. Ce sont les non-fungible tokens. Alors, je prends toujours un exemple assez simple pour comprendre. Vous prenez un billet de 20 euros, moi j'ai un billet de 20 euros, on peut s'échanger, d'accord? On dit que la monnaie est fongible. Vous prenez un bic, je prends un bic, j'ai le même, on peut s'échanger, ce sont les mêmes. Maintenant, si vous êtes Picasso ou quelqu'un de célèbre et que vous faites une signature sur votre billet de 20 euros et que vous l'échangez avec moi, on dit qu'il n'est plus fongible, il n'y a plus d'échange possible, tout simplement parce que le billet sur lequel il y a la signature de Picasso, vous, vous doutez bien qu'il a plus de valeur, même si c'est une valeur émotionnelle, hein, c'est pas forcément une valeur financière, mais en tout cas, il a une valeur différente que le billet de 20 euros. Les non-fungible tokens, ce sont des tokens, ce sont des pièces de monnaie, ce sont des jetons qui ont une valeur qui n'est pas échangeable directement comme ça avec un prix déterminé. Et cette valeur-là, pour la fixer, on fait appel à l'offre de la loi et de la demande. Donc on a des gens qui ont des valeurs à vendre ou à proposer, et en face d'eux, il y a un marché qui se crée, et il y a des gens qui en veulent, il y a des gens qui n'en veulent pas. Et c'est pour ça que les NFT font quasiment tout le temps l'objet d'enchères. Alors, il y a des systèmes dans lesquels les NFT ne font pas l'objet d'enchères et ont des prix relativement fixes, mais la plupart du temps font l'objet d'enchères parce qu'en fonction du nombre de personnes qui en veut, par exemple les cartes, les collections, l'art évidemment, etc. En fonction du nombre de personnes qui en veut, évidemment, le prix augmente. Moi, je suis capable de mettre 10 euros, quelqu'un d'autre va en mettre 11, 12, 13, 20, 30, 50, etc. Et ça augmente comme ça. Et des fois, ça ne bouge pas parce que personne n'en veut et tout simplement, ça reste à une valeur relativement basse. Et donc, développer des NFT, c'est ça l'objectif évidemment de l'un des jobs très importants aujourd'hui de la blockchain, c'est être capable de mettre en situation de NFT n'importe quelle solution. Alors, je vous donne un exemple parce qu'on est en train de travailler dessus. Par exemple,
vous avez un enseignant qui donne un cours, il donne un super cours, c'est génial, et cetera. Et puis après, vous avez un enseignant qui est prix Nobel et qui donne un cours. Et là, le cours est exceptionnel. Et une université qui n'a pas cet enseignant prix Nobel désire acheter ce cours. Mais il y a une autre université qui le veut aussi. Et puis il y en a une autre encore qui le veut aussi. Alors, comment je fais? Je dis que ce cours est un NFT, c'est-à-dire qu'il n'est pas fongible, il n'a pas une valeur, 3 000 €, 4 000, 500 €, voilà, il n'a pas de valeur. C'est un cours sur toute une année, évidemment, on imagine un prof qui viendrait pendant un an. Donc il n'a pas de valeur à proprement parler, il n'a pas de valeur réelle, intrinsèque, et donc il fait l'objet d'une enchère. Et pour le rendre NFT, il faut qu'il soit clairement défini, il faut qu'il soit clairement, qu'on puisse clairement se l'approprier, qu'il ne dépende pas de celui qui le possède ni de celui qui va recevoir, donc il a une existence qui soit fixée dans la blockchain. Et donc tout ce travail-là demande évidemment une expertise. Demande une expertise de la blockchain, demande une expertise également de la connaissance des cryptos, de la connaissance des smart contracts pour pouvoir rédiger de nouveaux smart contracts. Donc, en fait, c'est un très bon exemple, cette question, parce que le NFT, c'est typiquement le lien qui existe entre l'économie classique et ce que vous savez de l'économie, comme moi, et le monde de la crypto. Et on n'est pas forcément dans la finance pure et dure, on est dans l'échange, au contraire. Hein, on est relativement loin finalement de la finance. Et d'ailleurs, j'embraye sur la question d'après. La question d'après, c'est, j'imagine qu'il faut avoir des notions en finance pour devenir crypto-analyste. Quel niveau à peu près? Alors, oui, vous allez devoir avoir des connaissances en finance. Mais on ne vous demande pas d'arriver avec vos connaissances en finance, puisque nous, on a à l'intérieur de l'école, évidemment, des gens qui vont vous apprendre à faire de la finance. Des gens qui vont évidemment vous permettre de comprendre ça. Lorsque vous arrivez en première année, évidemment, chez nous, vous sortez du bac, vous n'avez pas forcément de finance. Lorsque vous arrivez de connaissances en finance, lorsque vous arrivez en troisième année ou en quatrième année, pardon, pareil, ça se trouve, vous avez fait une troisième année d'économie, ça se trouve, vous avez fait une troisième année de droit et vous allez vouloir vous lancer dans la crypto et faire les études. Parce que oui, j'ai pas encore parlé de l'école, mais évidemment, l'école, c'est IBS, c'est une école donc qui vous permet de travailler dans la crypto, d'être diplômé dans la crypto, un diplôme qui est reconnu. Et donc, on va vous apprendre tout ça. On va vous apprendre la finance, on va vous apprendre l'économie, on va vous apprendre évidemment le monde de la crypto, les smart contracts, le fonctionnement, les différents types de langage, parce que vous avez des types de langage qui sont complètement différents en fonction du type de crypto que vous utilisez, en fonction du type de blockchain pardon, que vous utilisez. Vous avez à chaque fois une écriture, une manière d'aller plus ou moins vite dans la rédaction donc de la crypto, des smart contracts. Donc forcément, tout ça, ça s'apprend. Vous ne pouvez pas arriver dans l'école et déjà savoir tout faire. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Si lorsque vous arrivez dans l'école, vous savez tout faire, bah, dans ce cas-là, nous, on n'a pas d'intérêt. Après, il y en a qui vont avoir des connaissances en finance, qui vont avoir de belles connaissances en finance. Et ben dans ce cas-là, c'est très bien, ils vont avoir des connaissances intéressantes, mais ces connaissances qu'ils vont avoir en finance vont leur permettre d'aller peut-être un peu plus loin ou d'aller prospecter dans un monde un petit peu différent, mais pas forcément de directement l'utiliser là dans la crypto. C'est-à-dire que lorsqu'on a des connaissances en finance, ben, on pense à des produits dérivés, on pense à des situations dans lesquelles on pourrait utiliser la crypto et situations qui ne sont pas encore arrivées, j'ai envie de dire, au cerveau des gens qui aujourd'hui fabriquent des produits dérivés notamment. Produits dérivés, c'est donc en finance, hein, vous l'aurez compris. Donc, l'école vous apporte tout le nécessaire pour que vous puissiez utiliser ce matériau économique, crypto, etc., pour évidemment avoir un job intéressant. Alors, lorsqu'on parle de job dans la crypto, souvent les gens sont un petit peu, se disent mais qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait dire qu'il y a trois grandes parties hein, très, très importantes. La première partie, c'est l'analyse du monde. Vous allez avoir des commanditaires qui vont venir dans l'école et qui vont vous dire bon ben voilà, moi je suis logisticien, je veux créer pour tous mes camions qui parcourent l'Europe une plateforme sur laquelle je puisse savoir en temps réel ce qu'ils font, où ils sont, ce qu'ils auraient dû avoir comme horaire et qu'ils n'ont pas,
les problèmes qu'on va rencontrer sur tel camion, sachant qu'on a déjà une expertise sur les précédents camions, de faire rentrer toutes ces informations dans une super boîte, si vous voulez, ce que j'appelais le logiciel tout à l'heure, et de pouvoir en tirer des pré-conclusions et de savoir où est-ce que ça va casser, dans combien de kilomètres on va avoir des problèmes, etc. etc. Et puis, donc, c'est un petit peu comme Waze qui vous donne en temps réel les difficultés du parcours. Et bien là, ça vous donne en temps réel en fonction de toutes les informations qu'il recueille et ça les traite d'un seul coup, immédiatement. Donc, vous allez avoir un commanditaire. Donc, il faut être capable de décrypter le monde. Culture générale, j'ai envie de dire intelligence sociale, capable de penser ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est être capable de développer. Si vous n'aimez pas du tout l'informatique et être derrière un écran, faut pas venir chez nous puisque vous allez passer un certain temps, évidemment, derrière les écrans, puisque vous êtes là pour apprendre à développer et donc pour développer. Puisque, comme je le dis toujours, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment la meilleure manière de faire, bah, évidemment, c'est d'être sur le terrain et de faire. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ne vous inquiétez pas, vous avez des cours, vous avez des enseignants qui sont dans le monde entier, vous allez avoir des cours sur internet, vous allez avoir des cours sur Discord, vous allez avoir des cours, très particuliers. Je fais une petite parenthèse sur la langue anglaise. Dans le monde de l'informatique, la langue anglaise, c'est pas qu'elle est obligatoire, c'est qu'elle est indispensable, donc ne vous posez même pas la question. Même si vous êtes mauvais en anglais, bah, vous allez être bon en anglais parce que par la force des choses, vous allez apprendre comme tout le monde. Rassurez-vous, tout le monde s'y met. C'est un anglais avec 300 mots de vocabulaire, donc no problème, vous y arriverez facilement. Et le troisième point, c'est évidemment la faisabilité, c'est-à-dire le projet. C'est-à-dire que moi, je sais décrypter le monde, je sais mettre en face des solutions techniques crypto, je sais donc fabriquer quelque chose de nouveau. Mais maintenant, voyons si ça marche. Voyons si je peux l'implémenter. Voyons si je peux le diffuser, le déployer dans une entreprise. Voyons si ce que je fais, eh ben, je suis capable de faire une interface graphique, une interface dev, pour que les gens puissent l'utiliser. Parce que c'est bien beau de faire des choses dans son laboratoire et d'avoir des idées fantastiques, mais après, il faut être capable de l'expliquer à tout un tas de gens, il faut être capable de montrer aux gens comment ça fonctionne, de les former, etc. Donc c'est là où on a besoin d'avoir des gens qui sont formés à la gestion de projet, à la gestion de crise, à la méthode agile, à avoir des compréhensions des process assez évidents, à tenir compte du fait que les gens qui apprennent sont aussi des salariés ou des gens qui font autre chose, donc ils n'ont pas tout le temps devant eux pour apprendre. Donc vous devez être, lorsque vous êtes au cœur de la crypto, une sorte de petit génie capable de comprendre, de faire et d'appliquer. Et ça, c'est évidemment, c'est nouveau, puisque c'est relativement rare les écoles qui vous entraînent à ce triptyque-là. Et deuxièmement, on a besoin de ces gens-là, mais partout. J'ai envie de dire, là on parle de crypto, mais c'est partout, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les sciences politiques, que ce soit dans l'économie de manière générale, peu importe, dans l'enseignement, voilà, c'est partout, on a besoin de gens comme ça. Donc, nous, on vous apprend à travailler, on vous apprend des process de fonctionnement. On ne vous explique pas ce que vous devez faire, on vous explique ce que le monde est et comment vous faites en tant qu'être humain pour interagir dans ce monde, avec ce monde, et que ça donne des résultats. C'est ça qu'on vous fait. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment pas de vous mettre des trucs dans la tête et de faire en sorte que vous soyez complètement radicalisé, j'ai envie de dire. Au contraire, on va vous faire désapprendre pas mal de choses, on va vous faire comprendre que l'économie ne fonctionne que si les modèles sont directement applicables et vérifiables, et pas l'économie de principe qui ne fonctionne jamais, puisque en matière économique, on sait bien qu'on n'utilise jamais une méthode, mais plein de petites méthodes. Donc, on va plutôt privilégier un mouvement qui est très américain et qu'on utilise assez peu en Europe, qui est le mouvement pragmatique. Alors, le pragmatisme, c'est quoi? C'est un mouvement, c'est une forme logique, hein. Une chose est vraie si elle fonctionne, si elle marche, si elle arrive. C'est quelque chose de très important. Ça veut dire que 2 plus 2 ne peut ne pas égaler 4 à partir du moment où, dans un autre univers, 2 plus 2 donne 5. Donc, si jamais vous négociez avec un Chinois, vous allez vite voir qu'avec un Chinois de Chine, hein, que 2 plus 2 fait souvent autre chose que 4. Et donc, si vous mettez en place une théorie de la vérité, un paradigme dans lequel la vérité fonctionne d'une autre manière que celle qu'en Europe on utilise de manière théorique, vous allez vite comprendre que bah, le paradigme qui fonctionne le mieux, c'est celui qui est sur le terrain, c'est celui qui donne des résultats analysables. Donc c'est ça le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quelque chose, souvent les gens disent, oui, moi je suis pragmatique, je suis pratique, ils mélangent un peu les deux. C'est archi faux. Il y a très très peu de gens qui sont pragmatiques en Europe. En Europe, c'est la théorie, c'est comme ça, on fait, et jamais de la vie, on s'interroge et on se dit, ah ben non, moi je vais prendre en fonction de ce qui a vraiment fonctionné pour dire que ça, c'est la vérité.
Alors vous allez me dire: «Mais ce qui a fonctionné avec l'un peut ne pas fonctionner avec l'autre» et cetera. Le pragmatisme, c'est difficile. Effectivement, d'ailleurs, c'est pas une science, c'est une manière de considérer. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de mouvement logique, c'est pas une logique, qui est, évidemment, très déconcertant. Alors, une autre question. Pardon. Toc 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 toc. Y a-t-il des formations accélérées pour des personnes qui ont plus de 10 ans d'expérience en informatique? Pour le moment, Anna Gay, si je prononce bien, on n'a pas encore mis ça en place. On l'a présenté sur le site de l'école, hein, je sais pas, vous avez peut-être vu, hein. Je rappelle que l'école s'appelle, je vais l'écrire quand même, Indigo pop pop pop, blockchain. Excusez-moi, je tape, pas aussi vite justement que les, élèves que nous formons. Indigo Blockchain School, tac, sauf erreur de ma part, j'ai bien écrit. Donc, on a mis en place des bootcamps qu'on est en train de préparer. Et donc, effectivement, il va y avoir des nouvelles manières plus rapides, plus accélérées de pouvoir apprendre. Donc, oui, la réponse est oui, il va y en avoir. Est-ce qu'il y en a maintenant, là, au moment où on se parle? Non. Voilà, on n'en a pas encore, mais ça va arriver dans assez peu de temps. Il faut surveiller le site, en fait. Akira nous dit: puis-je devenir crypto analyste si j'ai appris seul? Alors, si on est en phase avec ce que je viens de dire et avec des méthodes qui consisteraient à dire que ce qui fonctionne, c'est la vérité, j'ai envie de dire oui. À partir du moment où vous avez appris seul et que vous êtes capable d'aller vous vendre dans un établissement bancaire ou avec une société ou un groupe ou quoi que ce soit et que vous êtes capable de valoriser ce que vous avez fait, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en mesure de dire que vous êtes ceci ou vous êtes cela. Puisque là, ce qui compte, c'est pas nécessairement le diplôme, ce qui compte, ce qui va compter, c'est vraiment la manière avec laquelle vous allez être capable de faire. Encore une fois, hein, dans le monde de l'analyse crypto, dans le monde de la blockchain, on n'est pas du tout sur des théories moi j'ai tel diplôme donc je suis bon, etc. On vous met derrière un computer et on vous dit voilà mec, tu as ça à faire, peu importe le sexe, hein, j'ai dit mec pour voilà, mais tu as ça à faire, tu le fais quoi. Voilà. Et d'ailleurs, tu peux habiter en France, en Australie, aux États-Unis, en Chine, n'importe où, on s'en fout complètement. L'essentiel, c'est est-ce que toi, tu es capable de mener ce projet à terme. Voilà les objectifs, voilà le démarrage, c'est-à-dire en gros, la zone de combat, c'est ici. Toi, tu dois arriver à me mettre en place un nouvel écosystème dans lequel on va pouvoir avoir accès à toutes les informations en temps réel. Bon, ben voilà, c'est soit tu sais faire, soit tu sais pas faire. Alors évidemment, attention, en fonction de la grosseur, on va dire, du projet. Vous n'êtes pas tout seul et ça prend pas, j'ai envie de dire, 10 ou 15 jours. Hein. Jeff Bezos, je crois qu'il est sur la crypto depuis déjà 3 ans. Hein, donc, sauf erreur de ma part. Je ne suis pas dans les souliers d'Amazon, mais ça fait déjà facilement 3 ans que les équipes d'Amazon bossent dessus. Et je ne pense pas qu'il ait pris les moins bons. Donc, je pense que ça prend du temps pour avoir un projet qui est ficelé. Camille, dans vos formations, y a-t-il des modules liés au métaverse? Alors, évidemment, mais attention, hein, le métaverse, il y a un petit piège. Hein, je ne veux pas jouer le mec qui sait tout, mais le métaverse, ça veut tout dire et rien dire. Le métaverse, c'est un univers. Tout à l'heure, je parlais de logique. Hein, vous savez peut-être que dans un système logique, la seule manière qu'on a de manière logique de vérifier la totalité de la véracité, la totalité des véracités des propositions, c'est-à-dire de savoir si elles sont toutes vraies ou toutes fausses, c'est d'utiliser une proposition n plus 1 finale, donc un méta-langage qui va créditer ou pas hein, le système. Euh, Ce méta-langage est absolument nécessaire. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser un méta-langage pour pouvoir arriver à conditionner et à vérifier qu'un système fonctionne. Donc, à partir du moment où vous avez le mot méta et vous avez le mot verse, c'est-à-dire que vous avez un univers qui est au-dessus d'un autre, ça peut vouloir prendre n'importe quelle forme. Ça peut être aussi bien un univers du type Second Life, c'est-à-dire un univers dans lequel chacun a un rôle, chacun a un masque en quelque sorte. Ça peut très bien être un univers qui serait comme une sorte de
de dérivés, si vous voulez, de l'univers principal, ça peut être n'importe quoi. Donc, évidemment que la question du métaverse, elle est importante, puisque dès lors que vous existez dans le monde réel, que vous naviguez tous les jours, vous prenez le train, le métro, vous marchez dans la rue, etc., et que votre esprit, il est ailleurs, il est en train de réfléchir à autre chose, vous êtes déjà dans un métaverse. Okay, donc, le métaverse, c'est quelque chose qui est assez flou. Alors aujourd'hui, c'est très marketing, hein. En gros, on met quelque chose dans le cloud, comme ils disent tous, sur Internet, hein, parce que le cloud, c'est juste Internet, sur des serveurs qui sont répartis dans le monde entier. Et donc, vous avez accès à une plateforme, et cette plateforme, elle a des règles, et vous subissez, vous vivez, vous utilisez ces règles. Alors, parfois, ça peut aller loin, hein, parce que la domotique, c'est-à-dire l'utilisation des règles à l'intérieur de la maison pour ouvrir les volets, fermer les volets, etc., c'est quand même quelque chose d'important. Et vous pouvez être, il y a des films d'anticipation qui sont géniaux à cet égard, ou même des romans. Vous pouvez être totalement dépendant d'une sorte de métaverse qui réglerait, qui régirait votre vie. Et donc ça, ça peut être particulièrement flippant et particulièrement intéressant aussi. Donc voilà, donc oui, évidemment, on regarde ce qui se passe, et derrière cette question du métaverse, il y a surtout la question de est-ce que ce qu'on fait, c'est actuel, ou est-ce que ce sont des connaissances qui sont toujours un peu vieillissantes parce qu'un prof, ça connaît des choses et puis après, ça oublie de se mettre au jour, etc. Alors nous, c'est complètement différent parce que nos profs, ce sont que des professionnels. Le prof de crypto, il n'existe pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ce sont des pros qui donnent des cours sur le langage qu'ils connaissent, sur la manière qu'ils ont de faire, etc., sur les blockchains qu'ils maîtrisent, les blockchains qu'ils ont créés. On a des enseignants qui ont créé des blockchains. Donc, vous allez avoir des gens qui sont dans le faire. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas une connaissance qui est datée. Vous voyez. Donc, derrière la question du métaverse, oui, les connaissances qu'on vous enseigne sont actuelles. Sur la question de la reconnaissance du diplôme, oui, puisqu'on l'a adossé à un diplôme de Diderot, donc c'est effectivement un diplôme qui est reconnu par l'État, reconnu RNCP. Mais là, je vous le dis tout de suite, hein, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs à je sais plus qui, à Akira, je crois. À partir du moment où vous êtes bon, à partir du moment où vous savez faire, la seule reconnaissance qui a du sens, c'est la reconnaissance professionnelle. C'est-à-dire que l'État, on s'en moque un petit peu. J'ai rien contre l'État, hein, je veux dire, je pense au contraire, c'est plutôt, on a un bon État en France. Mais le plus important, c'est pas la reconnaissance de l'État, la reconnaissance des gens qui travaillent dans la blockchain. Or, les gens qui travaillent dans la blockchain aujourd'hui savent très bien qu'il n'y a pas d'école d'ingé ou de grande école capable de enseigner et de fabriquer, de concevoir des techniciens, des architectes blockchain, etc. Donc aujourd'hui, n'importe quelle école que vous aurez faite, pardon, c'est pas très important. En revanche, il faut montrer que vous êtes capable, parce que sinon, bah voilà, vous allez vous retrouver devant un échec. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Solal nous dit: peut-on se former à ces métiers par le biais de l'alternance? Si oui, au sein de quel type d'entreprise? Alors, bah, ça c'est une excellente question. On a, nous, dans notre système de fonctionnement, soit l'initial, soit l'alternance. Excusez-moi, je bois un peu, il fait super chaud. Et oui, vous pouvez faire de l'alternance. Aujourd'hui, nous, on a des demandes très fortes d'une banque française que je ne vais pas citer, mais là, je vais vous donner un indice, qui a créé son univers crypto, blockchain, sous le nom de Forge. Voilà, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver rapidement. Et donc, Forge nous prend des élèves tout de suite, immédiatement. La première fois que j'en aurais parlé, ils m'ont demandé si j'avais des élèves là, tout de suite, dans la poche, pour leur donner. Donc, pour vous dire à quel point la demande est vivace, la demande est extrêmement forte. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, vous êtes en alternance, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans cet univers bancaire et blockchain, et en même temps à l'école. Le partage, de toute façon, se fait pas du tout comme de l'alternance avec un commerce où vous êtes un coup dans l'école physiquement et un coup dans le commerce physiquement, puisque beaucoup de choses se passent sur Internet. Donc, vous avez besoin d'aller dans l'entreprise, d'aller dans l'organisme pour comprendre les enjeux et comprendre pour voir comment ça fonctionne, en fait, hein, l'écosystème qui est déjà en place. Mais après, le travail que vous faites, il est quand même devant l'ordi. Donc, dans tous les cas de figure, que vous soyez ici à New York ou dans une entreprise ou dans une école, on s'en fout complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a peu d'importance. Le plus important, c'est que vous ayez une connexion Internet. Voilà, si vous n'avez pas de connexion Internet, là, par contre, vous êtes cuit. Là, vous pouvez travailler en host, hein, vous récupérez les infos, vous pouvez développer une partie quand même sans Internet. Mais bon,
Il y a quand même pas mal de questions que vous pouvez vous poser, dont les réponses sont sur Internet, etc. Donc, c'est quand même mieux d'avoir Internet. Diana D, quelles sont les conditions d'admission pour intégrer votre école? Bah déjà, il faut aller sur notre plateforme. Alors, je crois que je ne l'ai pas mis, ça. Attendez, je vais faire un petit copier-coller. Ça ira plus vite que de taper comme j'ai fait tout à l'heure. Soyons un petit peu modernes. Évidemment, pourquoi ça marche pas? J'ai mon page qui va se remettre à jour. Alors, on a une plateforme, je vais le faire directement, qui s'appelle Diderot Éducation. Bah, vous voyez, je fais à l'ancienne, hein, je tape tout. Hein. Diderot Éducation slash. Donc, la première condition, c'est d'aller là. C'est d'aller sur la plateforme Diderot Éducation slash admission. Ah bah quelqu'un l'a fait avant moi. Merci. Donc il y a quelqu'un qui me suit. Merci beaucoup. Ça va plus vite. Et donc on va là-dessus. On crée son compte. On remplit son dossier et on exprime la raison pour laquelle on veut faire ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire ça. Si jamais vous avez envie de dire que vous m'avez vu en JPO, en salon live, machin, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire que la personne qui va lire votre dossier va se dire, bon, s'ils ont entendu Aldric Halal parler, c'est qu'a priori, ils ont compris de quoi on parlait. Parce que nous, ce qu'on veut pas, c'est avoir des gens qui débarquent, ni d'Ève ni d'Adam, qui comprennent rien et qui, au bout de 2 mois, nous disent, ah ben je savais pas que c'était comme ça. Voilà. Donc ça, on veut pas. Donc en fait, le profil qu'on cherche sont des gens ouverts. Évidemment, on veut des gens super intelligents, géniaux, sympathiques, agréables, fun, voilà, comme tout le monde, quoi. Hein, d'accord, on veut des étudiants sympas, voilà. Ça, c'est ok, mais pas que. On veut des gens qui ont envie de développer. On veut des gens qui ont envie de comprendre l'économie mondiale. Hein. La France, ça n'existe pas. Hein. Je veux dire, là, on en parle du monde. Hein. Je veux dire, voilà, sur Internet, même s'il y a des serveurs, même s'il y a des points de relais qui sont localisés en zone, dans tous les cas, on parle de mondial. Donc là, on veut avoir des gens qui sont intéressés par l'économie, la finance, qui soient alertes pour aller chercher de l'information, qui aient envie de découvrir des choses, qui ont envie de développer, qui ont envie d'aller prospecter. Je pense qu'il y a une qualité quand même, oui, c'est pas vraiment une qualité, c'est plutôt quelque chose qu'on peut développer d'ailleurs, c'est la curiosité. Voilà. Si vous n'êtes pas du tout curieux, bah oui, vous ne serez jamais un développeur de blockchain, quoi. Vous ne serez jamais un crypto-analyste, vous ne serez jamais quelqu'un qui produira du NFT ou un architecte. C'est juste pas possible, puisqu'il faut être curieux. Il faut se demander comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Ça, je suis allé le voir, j'ai récupéré ce code, il marche pas, mais pourquoi? Mais c'est un autre langage, ah, mais je l'ai pas connu, je vais chercher, je vais essayer d'apprendre rapidos pour voir si je peux l'utiliser. C'est sans arrêt, on est sans arrêt dans la recherche. Hein. Il y a un terme qui est très utilisé en ce moment en informatique, vous l'avez peut-être entendu, c'est l'heuristique, avec un H. Évidemment, ça veut dire la recherche, la bonne recherche, exactement, en grec, to e, le bien, le bon. Donc, la recherche, voilà, la recherche, la curiosité, c'est ça qu'on veut, qu'on attend aujourd'hui. Donc, pour répondre à Diana, en gros, il faut dire que vous êtes curieux, que vous savez de quoi vous parlez. Il faut faire un peu de naming, je pense, dans la lettre de motivation. C'est ce que c'est le naming, hein, c'est-à-dire il faut citer des trucs quoi, que vous connaissez. Il ne faut pas juste parler des cryptos, par exemple. Il faut parler de blockchain, il faut parler de certaines blockchains peut-être, hein, peut-être que vous êtes déjà intéressé. Si maintenant vous acceptez d'aller dans un endroit dont vous ignorez tout, il y a des aventuriers. Hein, moi, quand j'étais jeune, j'ai suivi des études. Avant de m'engager, j'y connaissais rien du tout. Donc, et derrière, j'ai pas dit, oh, j'étais pas au courant. Voilà. Donc, vous avez le droit, à un moment donné, de dire, moi, je fais le pari que ça va me plaire, mais je sais pas trop où je vais. Ben, on sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Mais dans ce cas-là, il faut assumer derrière, il faut foncer. D'accord? De toute façon, il faut sortir avec le bac plus 3 minimum. Je veux dire, sinon, jamais de la vie, vous arriverez à quoi que ce soit. D'accord? Donc, alors là, Studi me dit qu'on est bientôt out au niveau temps. Il nous reste 1 minute. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer à vous renseigner sur la blockchain, de savoir si ça vous plaît, d'essayer de voir si ça correspond à votre état d'esprit. C'est relativement simple, je pense que j'ai donné les grands points, hein, informatique, économie, finance, voilà, recherche, développement, voilà, c'est des idées, de la curiosité. Bon, je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on a quand même pas mal brossé le portrait de celle ou celui qui est intéressé par cet univers-là. Il n'y a pas de différence de sexe aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a autant de filles que de garçons. Hein. Usuellement,
au début, on pensait que ce serait plutôt masculin, mais en fait, il y a les 2. Donc voilà, on peut même pas dire ça, par rapport au type d'élève. Voilà, et donc vous postulez lorsque vous êtes en terminale ou vous postulez lorsque vous êtes en troisième année, donc soit pour rentrer en première année, soit pour rentrer en quatrième année, en master 1. OK? Bon les amis, eh ben, je vous souhaite à tous de réussir, quoi que vous fassiez dans la vie, hein. Soyez des fonceurs et n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao, ciao tout le monde!